Bienvenue dans Culture en Prime, c'est l'un des grands sorciers de la musique électronique. Il transforme aussi les plus belles places du monde en véritable feu d'artifice laser. Il nous donne toujours de l'oxygène dans un monde qui en manque quand même beaucoup pour l'instant. Et il traverse aussi l'Amazonie d'une manière originale. Mon invité ce soir, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, on est passé de deux ambiances musicales différentes. Au tout début, Oxygène, et puis maintenant, on découvre cette musique d'Amazonia qui sert de décor sonore, j'ai envie de dire de BO, à une magnifique exposition qui se tient pour l'instant à Tour et Taxi, celle de Salgado, Sébastien Salgado, qui nous parle de l'Amazonie de manière très belle, une exposition immersive, comme l'on dit, mais aussi immersive grâce à votre musique. Oui, absolument. C'était un vrai plaisir de travailler avec ce grand photographe Sébastien Salgado sur le sujet de l'Amazonie, puisque c'est depuis Oxygène, je suis évidemment toujours dans ma vie proche des questions environnementales et de biodiversité. Et pour moi, l'expérience de cette bande sonore, comme vous venez de l'évoquer, était un défi d'essayer de reconstituer ce que c'est que les sons de la forêt. Les sons de la forêt, une forêt c'est très bruyant, avec des sons qui ignorent qu'ils existent les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'un oiseau qui chante ne sait pas qu'en même temps, il peut y avoir un oiseau qui passe ou des gens qui passent en chantant ou en marchant. Et finalement, ça crée cette harmonie globale qu'on appelle la musique de la forêt. Et pour moi, c'était l'idée justement de créer cette déambulation, à la fois les déambulations qu'on peut avoir dans une forêt et à la fois la déambulation qu'on a dans cette exposition qui est effectivement magnifique. On la découvre ensemble grâce à un reportage de Martin Biltereis. On dirait un peu des rivières volantes, symbole des mystères de l'Amazonie et son humidité démentielle. Des pluies comme des bombes atomiques, des pluies colossales. Les pluies ici, vous pouvez avoir les meilleurs parapluies du monde que vous êtes mouillés là-dedans. Durant 9 ans, Sébastien Salgado a posé ses yeux bleus sur le plus grand sanctuaire de biodiversité de la planète, ses beautés et ses blessures. Car Amazonia, ce sont 200 photographies qui auscultent ce qu'il reste d'une nature mise à mal par la déforestation et les traditions de peuples millénaires en danger. Vous savez, 18% de l'Amazonie est détruite. Mais ici, représente 82% de l'Amazonie. C'est exactement ça qu'on voit dans ces images. C'est ces tribus qui vivent en réalité dans les paradis. L'Amazonie, c'est le paradis. Et donc, c'est un parti pris de monter quelque chose de très beau. Des images qui semblent dater du fond des âges, où la partition de Jean-Michel Jarre accompagne le regard. Les photos ne peuvent rien sans celles et ceux qui la contemplent, dit Salgado. Cette expo immersive permet désormais aussi de pouvoir écouter ce qu'elles ont à nous dire. Très belle conclusion de Martin Biltereis. Vous êtes inspiré des photos, de l'esprit de Salgado ou de toute autre chose pour composer cette musique pour Amazonia ? Les deux, c'est-à-dire qu'en fait, Sébastien Salgado avait préparé un diaporama que je me suis passé en boucle en composant en direct avec ce que m'inspirait son travail photographique. Et puis encore cette idée de la forêt fantasmée, c'est-à-dire, comme disait Blaise Sandrard, je ne suis jamais allé dans l'endroit que je vous propose de vous expliquer, mais je vais vous y emmener. Et c'était un petit peu l'idée que j'avais. C'est ce qu'on appelle voyager dans sa tête ? Exactement. Alors Jean-Michel Jarre, c'est le principe de cette émission. On se tourne vers le grand écran. On va découvrir quelqu'un que vous connaissez bien. À quoi rêve Jean-Michel Jarre en 2025 ? C'est quoi votre rêve de bonheur absolu, Jean-Michel Jarre ? Le rêve de bonheur absolu, c'est déjà de pouvoir continuer avec la même curiosité, la même fraîcheur que quand j'étais ado et que je découvrais pour la première fois des instruments qui allaient changer ma vie, c'est-à-dire les instruments de musique électronique et qui ont permis de bouleverser la musique, pas évidemment à travers ce que je faisais, mais ma musique d'une part, mon chemin d'artiste, et puis en même temps, pour la première fois, une époque où pour la première fois, on considère la musique non pas seulement en termes de notes appliquées au solfège, mais en termes de ce que la musique était aussi faite de sons et de bruit. Et cette idée-là a fait son chemin, et c'est la manière dont aujourd'hui, pratiquement dans tous les genres musicaux, on compose, on écrit, on produit la musique en mélangeant, en étant finalement devenus des sound designers,
dessinateurs de son. Dessinateurs de son, exactement. Jean-Michel Jarre, dans quelques mois, c'est-à-dire le 1er juillet, vous serez aussi sur la place des Palais pour un show extraordinaire. Bruxelles, c'est une ville que vous connaissez bien. Vous avez une anecdote. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai terminé mon concert pour la clôture des Jeux Olympiques, en fait, on m'a proposé, j'avais pas du tout l'intention de faire de concert cette année, parce que je me préparais pour le concert l'année prochaine, et on m'a proposé dans la même semaine de faire un concert sur la place des Palais à Bruxelles et à Pompéi. Et du coup, ça m'a donné envie de préparer quelque chose de sur mesure pour cet endroit que j'adore, la place des Palais, qui était un fantasme depuis longtemps, depuis mon premier concert en extérieur à l'Atomium ici à Bruxelles, et de préparer quelque chose de tout à fait sur mesure sur cet endroit qui est pour moi un endroit magique, qui est à la fois le cadre historique, le cadre politique, et puis aussi le parc aussi, qui est très beau. Donc un endroit qui est sur mesure, et je suis très très excité pour en fait préparer vis-à-vis du public belge, partager vraiment un projet particulier, et sur le plan musical, et aussi sur le plan graphique et visuel, avec un travail que je fais. On va en reparler dans quelques instants, parce qu'on va découvrir quand même quelques images de ce que pourrait être ce show. Parfait. Jean-Michel Jarre, ce sera donc le 1er juillet sur la place des Palais. On va un peu parler de quelque chose dont on parle beaucoup pour l'instant, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'elle va faire partie de ce show ? Oui, j'ai beaucoup travaillé avec l'intelligence artificielle ces derniers mois, sur le plan musical, mais surtout sur le plan visuel et graphique. Vous savez, j'ai hésité au début de ma carrière entre la peinture et la musique. Donc, pour moi, l'aspect visuel, même dans l'inspiration musicale, est importante. Et donc, j'ai travaillé beaucoup et je travaille beaucoup pour ce projet-là en particulier, avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour concevoir toute la scénographie de manière très particulière, très originale. Pour moi, l'intelligence artificielle n'est pas du tout une menace. C'est ce que j'allais vous dire. On la voit parfois comme une espèce de grand sorcier machiavélique. Oui, comme le début de l'électricité, comme les gens du théâtre qui pensaient que le cinéma était une menace. C'est quelque chose de récurrent. La télévision allait tuer la presse écrite. De la même manière. Et c'est récurrent, je dirais presque dans l'ADN humain, d'avoir peur de l'innovation. Et il ne faut pas en avoir peur. Au contraire, plus tôt on l'embrasse, plus tôt on la comprend, et plus tôt éventuellement on peut en combattre les effets pervers. Vous m'avez parlé il y a quelques instants de peinture. Juste une question que je n'ai pas préparée comme ça. La peinture, vous avez dit, j'ai hésité entre les deux. Il ne vous arrive jamais de peindre un peu discrètement? Vous le faites? Si, c'est en fait ce que je fais du coup avec un pinceau différent, qui est pour moi justement ces algorithmes d'intelligence artificielle qui sont un peu les pinceaux 2.0 ou 3.0 d'aujourd'hui. On a déjà parlé beaucoup de musique, on en a entendu dans cette émission. Je voudrais vous montrer une image, l'image de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est Sophie Lortiwar, l'assistante de cette émission, qui l'a trouvée. C'est votre maman. Et votre maman, en me documentant, elle a joué un rôle très très important dans votre histoire. Je crois que vous aviez 8 ans, vous suivez des leçons de piano. Ça ne se passe pas très très bien avec votre professeur. Vous êtes un peu cassé, si je me souviens bien. Et elle va vous emmener avec une dame qui a fait de la résistance à Lyon. Elle vous emmène dans un club de jazz à Paris qui s'appelle le chat qui pêche. Le chat qui pêche, exactement. Donc c'est mon histoire. Ce que je vous dis est vrai puisque vous vous souvenez du nom. Et c'est un club à ce moment-là où on passe beaucoup de grands chanteurs, de grands musiciens, dont Chet Baker, Stan Getz. Est-ce qu'aujourd'hui, ce jazz, il est toujours présent? Je trouve que la photo est très très belle. Est-ce que cette musique, ce jazz, est toujours très présent dans votre oreille? Paradoxalement, il y a un pont entre le jazz et la musique électronique. Ça peut paraître bizarre ce que je vais vous dire, mais en fait, ce que j'ai la chance, moi, le petit gosse qui descend dans ce club de jazz de la copine de ma mère, un dimanche après-midi, pour mon anniversaire, Chet Baker m'assoit sur le piano droit et va jouer de la trompette sur moi. Et il me dit quelque chose que je ne comprends pas bien à l'époque, mais il me dit, tu vois, ce qui est important dans la musique, c'est le son.
c'est pas la mélodie. La mélodie, on s'en échappe, mais ce qui fait finalement l'ADN d'une création musicale, c'est le son. Et en fait, cette recherche sonore, cette recherche du son ultime, c'est finalement quelque chose qu'on a en commun entre le jazz, les jazzmen et les musiciens de musique électronique. C'est-à-dire cette quête du son, finalement, du son parfait. Je vais juste vous faire une confidence. My Funny Valentine de Chet Baker, c'est une de mes chansons, un de mes morceaux préférés. Bienvenue au club. Votre coup de cœur dans l'émission de Culture en Prime, c'est vous nous conseillez quoi? D'aller voir quoi? Ou de revoir quoi? Alors, en fait, deux choses. Une série télévision, parce que c'est toujours bien de partager des choses qu'on ne connaît pas beaucoup, qui s'appelle Too Old to Die Young, qui est une série absolument magnifique, et dans laquelle joue Miles Teller. Et ce Miles Teller, on va le retrouver dans mon coup de cœur principal pour cette émission, qui est le film extraordinaire Whiplash, qui est une ode à la manière, à la passion de la musique, et la passion surtout aussi de l'éducation musicale. C'est l'histoire d'un batteur qui est passionné, qui veut apprendre son métier. Ça va être très dur pour lui. Il y aura aussi des coups bas. On va l'empêcher de progresser à un certain moment. C'est vraiment un film où il y a un peu de souffrance aussi. Avec un professeur obsédé qui se révèle être obsédé pour la bonne cause d'une certaine manière, c'est-à-dire cette obsession que nous avons tous les musiciens un jour d'arriver au moment parfait, à la perfection. C'est-à-dire que la création musicale, c'est un mirage, c'est une savonnette après laquelle on court toute sa vie. Et c'est une merveilleuse parabole sur justement ce qu'est la quête du son parfait, du moment parfait, de la performance parfaite. Alors, vous avez une surprise aussi dans cette émission. Oui. C'est le principe, c'est Salvatore Insanaco, notre régisseur, qui va la porter. Expliquez-nous, permettez-moi de vous dire, c'est quoi ce machin? Voilà, c'est un machin qui m'a été prêté par mon ami Dan Laxman, qui est un très grand compositeur, grand musicien belge. Et c'est quelque chose qu'on a en commun, c'est que ça a été son premier synthétiseur et ça a été le mien. C'est-à-dire que c'est mon premier synthétiseur qui est encore dans cet état-là. Et alors, ce qui est intéressant... On va bien le voir, voilà. Ce qui est intéressant pour le public, c'est qu'on peut se dire, un synthétiseur, comment ça se fait? Ça n'a pas de clavier. Or, justement, le propre du synthétiseur, comme celui-là, qui était très symbolique pour moi, parce que quand j'avais 18 ans, j'ai vendu ma guitare et mon ampli pour partir à Londres et m'acheter ce synthétiseur. Et ce qu'il a de particulier, c'est qu'on le voit, c'est qu'en fait, il n'y a pas de clavier, et c'est un instrument qui montre bien qu'on peut, avec la musique électronique, pour la première fois dans l'histoire de la musique, devenir son propre luthier, fabriquer ses propres sons. Et on peut fabriquer justement tout un ensemble de sons inouïs, au sens propre du terme, et c'est un instrument qui est un instrument fondateur d'Oxygène, mais aussi de tous les albums que j'ai pu faire, et qui sera présent, cet instrument, le Place des Palais, le 1er juillet, qui fonctionne toujours, et qui est une sorte de mascotte, en ce qui me concerne, et qui ne me quitte pas. J'allais plus loin que vous, un petit bijou, je suppose. Un petit bijou, exactement. Jean-Michel Jarre, c'est aussi le principe de cette émission. Est-ce que vous souhaitez une question vache ou pas vache? Oh, une question vache, sinon c'est pas drôle. Je suis fondamentalement un gentil. Kraftwerk ou Pink Floyd? Bon, ça c'est une question vache, effectivement. Disons que l'un et l'autre, les jours pairs et les jours impairs. Très bonne réponse. Mourir sur scène ou ailleurs? Peu importe, mais le plus tard possible quand même. Guitare ou synthétiseur? J'ai compris que c'était synthétiseur puisque vous avez revendu votre guitare. Même si j'ai commencé par la guitare, ça sera le synthé. Patrick Juvet ou Christophe? Vous avez composé pour les deux? Encore difficile, ce sont deux amis qui ont disparu récemment, que j'aime profondément. J'ai travaillé aussi bien avec l'un qu'avec l'autre. J'ai effectivement une fibre particulière pour Christophe, que j'ai accompagné jusqu'à sa disparition dans des conditions tragiques au moment du Covid. Et c'est quelqu'un pour qui j'aime beaucoup et qui m'a dit, un des derniers mots qu'il m'a dit, c'est qu'il m'a dit, tu sais, finalement, puisque j'ai fait beaucoup de textes aussi pour lui, oui. Tu m'as finalement composé ma biographie fantasmée. Vous avez dit un jour de lui que c'était un couturier de la chanson française. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'est tout à fait vrai. Et je suis ravi d'avoir participé à sa garde-robe. Paris ou Bruxelles? Ça dépend des jours. Les jours ensoleillés? Voilà. Aujourd'hui, Bruxelles, bien entendu. Je voulais que vous disiez Bruxelles. Jean-Michel Jarre, merci.
Merci d'être venu, merci de nous avoir montré ce synthétiseur qui appartient donc à Dan Axman, on le précise, grand musicien de jazz qui a entre autres participé à une grande expérience qui s'appelle Telex avec un musicien qu'on connaît très bien, qui est Marc Moulin. Et puis voilà, moi aussi je vous présente mes coups de cœur, donc je reparle de cette exposition de Salgado dont vous avez fait la bande originale à voir à Tour et Taxi bien évidemment. Je vous parle aussi d'un livre à lire qui est devenu un roman graphique, c'est la Promesse avec entre autres un dessinateur, un scénariste belge qui s'appelle Nicolas Beuys. C'est une, j'ai envie de dire, c'est une histoire bien racontée de ce drame qu'est la Shoah. C'est vraiment à découvrir, y compris avec des enfants, mais c'est aussi évidemment un livre pour adultes. Et puis, on a parlé jazz ensemble, Jean-Michel Jarre. Il y a un nouveau disque paradoxal qui vient de sortir, c'est celui d'Ella Fitzgerald, c'est la firme Verve qui l'a tiré de ses tiroirs. C'est un live, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, non. Sa voix est super. J'ai entendu Ella Fitzgerald, mais pas... Je m'en doute bien. Et donc on se quitte avec ce coup de cœur. Vraiment Jean-Michel Jarre, merci d'être venu. L'émission avait un cachet spécial et je suis très heureux d'avoir découvert un bijou, le premier bijou sur lequel vous avez composé Oxygène. Merci à vous. Merci à vous.